Très chers téléspectateurs, bonjour ou encore bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue à cette émission BB1. Vous nous suivez peut-être depuis l'Inde, l'Indonésie, les États-Unis, je ne sais pas où vous êtes, en Californie ou encore entre Dubaï ou aussi en France ou partout vous nous suivez. Sachez très bel et bien que vous êtes en train de suivre BB1, la femme par excellence, une émission en tout cas qui chaque semaine vous permet de réfléchir, de voir la vision de la RDC, mais qui parle beaucoup de la femme, mais qui donne vraiment la parole aux hommes. Pourquoi les hommes? Parce que les hommes, pas n'importe lequel, nous donnons la parole aux leaders, ceux qui ont des idées, ceux qui font des choses ou encore ceux qui sont en train d'entreprendre. Ces personnes nous ramènent des idées pour en tout cas booster, émanciper, développer le mental de la jeunesse, mais beaucoup plus en tout cas de la jeune femme. Alors aujourd'hui, nous sommes nombreux ici sur ce plateau avec beaucoup d'invités et un public. Donc je préfère que notre public puisse d'abord acclamer pour leur présence. Acclamer quand même pour vous-même. Encore plus fort, non? Et donc, vous comprenez, depuis un moment, avec les mesures barrières, la distanciation sociale, il y a un petit problème qui fait que nous ne puissions toujours pas avoir une foule comme il faut. Mais je sais que cette pandémie, nous allons la vaincre. Je sais que la RDC a été touchée et que beaucoup de compatriotes sont morts, que ce soit ici, que ce soit à l'étranger, mais que nous restons ensemble et que nous sommes conscient qu'il faudrait respecter les gestes barrières, avoir son masque et puis en ce moment de couvre-feu, être à la maison avant 21h. Et donc, place à mes co-présentatrices, celles qui m'accompagnent aujourd'hui. Nous avons en tout cas, comme d'habitude, des belles dames qui sont sur le plateau. On va commencer avec Audrey Bozen. Merci Yoshi. Bonsoir. Bonsoir. Ça va Audrey? Trop bien, et toi-même? Ça va, c'est trop bien. Trop bien, oui. Oui, ça c'est vrai, ça c'est son, non? Si tu dépasses bien, tu dépasses très bien, tu vas trop bien. Trop bien. Bon. Vraiment. On va parler tout à l'heure. Sinon, ça va? La santé, ça va? Oui, ça va. La semaine, ça a été bien? Ouais, un peu chargé, mais ça a été. Chic, hein? On voit du bling-bling partout. Il y a des choses qui brillent. Vraiment. Déjà que je me lance dans une autre carrière ou un autre domaine, raison pour laquelle je vais me présenter ainsi. Oh, on va en parler tout à l'heure. On revient de ce côté. Alors, Miss Kabanga, bonsoir. Bonsoir Yoshi, bonsoir tout le monde. Ça va, très bien. Tu tiens ton micro avec passion. Oui, hein. Pourquoi tu as changé? Me mettre à l'aise. C'était bien comme ça. C'était bien. Ouais, je peux remettre? Ouais, voilà. Ok. Et le bijou qui brille là, c'est un diamant. On sait tous que tu viens du Kasaï. Bon. Je sais où tu veux en venir, mais non. On l'acclame quand même, hein? Alors, on va commencer avec toi. On a beaucoup d'invités ce soir. Tu dois nous présenter deux invités. On en a 4. Ouais. On en a 4. Déjà 3 qui nous viennent d'une Asbel. 4 invités qui sont tous des hommes à qui nous allons donner la parole ce soir. Alors, le premier, nous avons le président de l'Asbel Pro Patria qui est Mike Nyakeru. Et le deuxième, Laurent Glody Chimanga qui est le secrétaire général. Alors, nous allons commencer avec... avec Mike. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va, ça va. Ça va? Oui. Vraiment, vraiment, ils sont top quoi. Tout vraiment, on l'acclame quand même. Mais voilà, je suis content d'être ici. C'est un honneur pour moi de partager ce plateau avec tous ces jeunes, surtout qu'on est entre nous. Voilà. Il y aura forcément à boire et à manger. Voilà. Bienvenue. Alors, tu as dit que le deuxième s'appelait Le deuxième, c'est Glody Chimanga. Glody, bonsoir. Bonsoir, Yoshi. Vous allez bien? Très bien. On se voit souvent... Et toi, tu vas bien? Ouais, ça va. On se voit souvent dans un autre cadre très différent de celui-ci. Ça fait partie de la vie privée, ça. Pardon? Ça fait partie de la vie très privée, ça. Exactement. Mais bon, après, moi, j'ai pas besoin de vie privée. Vous allez bien sinon? L'ASBL va bien? Oui, elle se porte très bien.
jusque-là. Bienvenue sur BB1. En tout cas, c'est un plaisir pour moi. Alors, on passe sur Miss Bozen. Vraiment, nous sommes très, très honorés cet après-midi de recevoir sur ces plateaux un homme, Ok. c'est Doudouli, je l'appelle Doudou. Donc, c'est le vice-président de l'ASBL Pro Patria. Et en face de moi, j'ai un louba. Moi, je l'appelle mon louba préféré. Ok. Jinanga. Donc, un homme très, très intelligent. Et ce qui m'a beaucoup plus tiqué, le fait qu'il me dise qu'il est un étudiant indépendant. Donc, on va le découvrir cet après-midi. Bien dit, on commence par Doudou. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Oui, bien. Ça va. Belle chemise, hein? Merci. Les couleurs, les tendances. Ah, Toujours. franchement. Yo, 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 ah ouais. On ne sait jamais, hein, ça dépend. Ça dépend. Non mais, Nasuka, il faut payer sa numéro, hein, comme ça, on Ouais, peut ça t'appeler, dépend, tout ça ça. dépend. Ah, j'ai plaisanté, je plaisante. On passe directement de ce côté. Monsieur Dinanga, bonsoir. Bonsoir Yoshi, Vous allez bien? très bien et vous? Ça va, ça va. Alors, ce qui m'étique, moi, c'est que parfois, ici, à Kin, moi, par exemple, Ouais. mon pseudo, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, c'est Yoshi le Noble. Parce que, déjà, c'est la première fois que je le dis, hein, à la télé comme ça, depuis 3 ans que je travaille ici. Parce que je me suis surnommé le Noble depuis 14 ans, quand j'avais 14 ans. Mais vous vivez à Paris et vous êtes congolais. Mais à chaque fois que vous m'appelez, vous me dites c'est monsieur Dinanga. Vous parlez de votre nom, le vrai nom. Dinanga c'est mon prénom, mon post-nom c'est Chikaya et mon nom de famille c'est Imbuma. Et Voilà. votre prénom? Dinanga. Vous n'avez pas un nom français? Ah non. On applaudit sa famille. Hein. Lui ne peut pas nous impressionner en nous disant ouais, c'est moi, j'ai rejeté vos Patrick, vos Yoshi. C'est juste parce que sa famille lui a donné un prénom Dinanga. C'est ça. C'est ça, hein? Mon père m'a Et donné un surtout prénom parce que Dinanga. lui aussi, il a accepté, moi, je pense. Oui. Ah, déjà, commençons par là, parce que Ouais. c'est très africain ça. Ouais. C'est vrai qu'on va rentrer sur les sujets du jour tout à l'heure. Ouais. Qu'est-ce que ça vous fait de grandir dans un environnement parisien Ouais. où tout le monde s'appelle Eric, Paris, Ouais. Morgan, etc. Et Tchétchéri, etc. Qu'est-ce que ça vous fait d'être Dinanga? Bah, Et ça- puis il y a des petits blancs qui Dinanga, Dinanga. Comment c'était l'ambiance en fait? En fait, ça choque plus ici le fait de m'appeler Dinanga qu'à l'étranger. C'est-à-dire qu'à Paris, je m'appelle Dinanga, ils peuvent me demander ça signifie quoi. Quand je leur dis que ça signifie l'amour de ma langue, de la langue de mon père, bah, ils disent ouais, c'est très beau. Ils disent c'est très beau et je suis fier de porter mon prénom africain et puis voilà. Enfin, ça choque pas. Ça choque pas. J'ai pas de remarques particulières. Enfin, quand j'ai des remarques, c'est de la part de mes frères africains. Donc voilà. Sinon, des étrangers asiatiques, européens et tout, Ils ils s'en comprennent. fichent un peu quoi. Très bien. Alors, je reviens chez vous, très chers téléspectateurs, pour vous dire que chaque BB1 égale un sujet. Aujourd'hui, on va parler de l'apport de la jeunesse dans le développement d'un pays. Nous savons très bel et bien que la jeunesse est l'avenir d'un pays. Nous savons très bel et bien que sur ce plateau, il y a des gens qui passent, qui seront sûrement un jour à la tête, que ce soit du ministère, que ce soit d'une province, que ce soit même du pays. Mais on va comprendre un peu en tant que jeunes, à leur niveau, qu'est-ce qu'ils font déjà, en tout cas, ou encore ce qu'ils observent de ce que les autres font pour que la jeunesse puisse bouger, pour que les choses se motivent. Et donc, on va commencer avec Audrey. Avant de venir sur nos invités, on va commencer avec Audrey. Alors, Audrey, en tant que femme, déjà, quand vous allez en boîte, vous vous rendez compte de combien de hommes il y a et combien ils dépensent parce qu'ils viennent de rencontrer une jolie femme aussi belle comme Audrey, il y a ceux qui brillent. Est-ce qu'avez-vous conscience que ces hommes-là peuvent un jour devenir des vrais leaders ou encore, vous comprenez bien sûr que chaque chose a son temps et que là, ils sont venus passer un petit moment et que le reste, ils les font, ils ont des heures de travail, des heures de conscience, etc. Déjà, au départ, j'aimerais rectifier un tout petit peu.
Le fait que tu dises que quand vous allez en boîte, bon, je ne sais pas si tu parles de femmes en général, mais moi personnellement, je n'y vais pas. Non, je parle de tout le monde. Hein. Voilà, je n'y vais pas. Déjà pour ceux qui y vont ou celles qui y vont, en parlant de hommes par Je exemple. t'amène ce soir si tu veux. Hein. Comme ça, tu vas faire non, des merci, découvertes. c'est gentil. La prochaine fois, je poserai la même merci. question. On l'applaudit quand même. Hein. Allez-y, allez-y. Donc, déjà pour les hommes, je dirais qu'il faudra séparer deux catégories. Il y a de ceux-là qui vont pour se détendre, ok, dans le vrai sens du mot, et il y a de ceux-là qui ne vont que chercher de femmes, se faire un nom, faire de tapage, n'importe comment. Et il y a de ceux-là aussi qui y vont par influence, si je peux dire. Mais pour ceux qui vont pour se détendre pour une bonne raison, je dirais qu'ils ont mille une chance de pouvoir devenir leader demain parce qu'ils savent au moins ce qu'ils font. Et ceux qui vont toujours dans le même contexte, tu remarqueras que sa façon de dépenser ou de se détendre ou de s'amuser sera très différente de la manière dont les autres le feront. Voilà. Très bien dit. Alors, automatiquement, vous devenez celles qui poseront des questions hein, avec moi à nos invités. Ok. Et donc, elle est déjà surexcitée, mais pas sur Audrey, hein, sur quelqu'un d'autre. C'était sur elle, mais bon, on peut passer. D'accord. Alors, moi, je veux commencer par Monsieur le Président. On parle de la conscience. Pour développer un pays, il faut une conscience. Personnes qui se réunissent. On sait que les empires, le royaume, avant que l'homme blanc ne vienne, s'il faut dire comme ça en passant, avait quand même une certaine structure et que les jeunes avaient le temps d'aller à la chasse, ils avaient le temps de revenir, de rapporter de l'eau, d'aller cueillir, de cultiver. Est-ce que pensez-vous que la jeunesse aujourd'hui est assez consciente pour construire vraiment un pays qu'il faut léguer à nos enfants ou à notre progéniture, qui est voilà, un transfert d'idées, des pensées, de travail à un niveau où ces personnes vivront heureuses? Merci pour la question. Vous savez, le premier pas vers la guérison est d'abord de reconnaître qu'on est malade. Je pense que la jeunesse n'est pas vraiment consciente de sa globalité. Mais par contre, néanmoins, la jeunesse commence à réaliser qu'il y a un problème de conscience. Il y a un problème de combat en fait, idéal pour nous, je le dirais ainsi. Nous nous battons dans le vide, je dirais. Exactement. Nous militons pour accompagner des politiques. La plupart du temps, la jeunesse est utilisée pour faire arriver chanter, applaudir. Pour chanter, applaudir, pour mener quelqu'un au pouvoir. Mais pour changer ce pays, on n'a pas besoin d'un individu seulement à la tête qui changera tout. On a besoin d'une jeunesse consciente. Je dis la jeunesse, pourquoi? Parce que la jeunesse fait partie en fait de cette couche qui décide. Parce qu'on est majoritaire ici, en RDC. Ouais. Alors, nous avons besoin d'une jeunesse consciente et la jeunesse réalise qu'elle est malade aujourd'hui. Et la jeunesse a besoin de trouver des solutions. Et c'est pour ça que nous sommes là, c'est pour ça que nous avons décidé d'agir avec notre ASBL pour Patria. Bon, je ne pouvais que parler de ça. En militant pour que les jeunes soient conscients de leur rôle dans la société. En militant pour que les jeunes le bon combat. Que les jeunes fassent une bonne pression aux politiques. Pas seulement parce qu'on met quelqu'un à la tête d'une institution électorale. Voilà, parce qu'on met quelqu'un à la tête d'une institution électorale et qu'on n'est pas d'accord. Nous voulons que la jeunesse milite pour son bien-être d'abord. Que la jeunesse fasse des démarches. Parce que voilà, il n'y a pas assez de chance pour les entrepreneurs. Parce qu'il n'y a pas assez de chance pour ceux qui ont un talent mais qui n'arrivent pas à exercer. Parce que le système éducatif est en faillite. Parce que dans nos universités, on a l'impression qu'on nous forme pour être des employés dans les entreprises publiques. On ne nous forme pas assez pour être des entrepreneurs, pour faire autre chose, autre que la politique. Miser dans l'agriculture, dans plusieurs autres sciences qui existent. Donc nous voulons accompagner le développement du pays. Et nous pensons que le développement du pays passe par la prise de conscience, passe par ce combat noble que nous devons tous mener. Parce que comme le président de la République l'avait dit lors d'une de ses interviews, il avait dit que ce changement n'est possible que si nous tous, nous apportons à notre niveau notre pierre à l'édifice. Qu'il soit très grand, qu'il soit tout petit, tant que moi je change, tant que toi tu changes, tant que le voisin, là, dans le quartier reculé, change, tant que nous ne voulons plus des antivaleurs, nous avançons forcément.
Mais je ne dis pas que voilà, on ne va pas s'amuser, on ne va pas. Parce que j'ai entendu vous parler de boîte de nuit tout à l'heure. S'amuser, c'est bien, mais il faut aussi penser à des choses plus utiles, plus importantes pour nous, quoi. Très bien dit. Alors, je reviens un peu chez vous. Je pense à quelque chose, c'est que quand on voit les militaires américains, on a vraiment l'impression que c'est des personnes qui vont se battre pour défendre leur pays, qui vont se battre pour maintenir la dignité de l'Amérique et la rehausser haut. Aujourd'hui matin, moi j'étais en train de réfléchir, je me disais, mon plus grand rêve quand j'étais petit, c'était d'être militaire. Et aujourd'hui, avec l'âge que j'ai peut-être plus la chance d'intégrer parce qu'il faut une âge qui est déterminé. Mais est-ce que pensez-vous que les jeunes qui viendront peuvent avoir la volonté de changer ce pays aussi par le fait de croire en l'armée et s'intégrer dans l'armée en tant que jeunes et aussi surtout en tant que des personnes en fait qui ne minimisent pas l'armée parce que l'armée est la base d'un pays. Si on veut être stable, il faudrait vraiment qu'on soit stable. Et la stabilité passe par les personnes fortes, les personnes intelligentes. On a l'impression que l'armée, c'est pour des personnes qui ont presque tout raté, qui se disent, vu que je n'ai pas eu le boulot dans un bar pour servir, vu que je n'ai pas eu où balayer, je vais là-bas. Et c'est des personnes fragiles d'esprit. Alors, est-ce que pouvez-vous vraiment penser que les jeunes qui viendront, ou encore aujourd'hui, il y a des jeunes comme vous et moi qui finissent, qui ne sont pas fils d'un militaire, qui ne sont pas filles d'un militaire, mais qui se décident. La plupart des gens qui deviennent des généraux, c'est parce que papa il a compris que ça donnait l'argent, papa a compris, papa a expliqué. Mais en tout cas, les jeunes aujourd'hui, en tout cas, ne veulent pas trop penser à l'armée. Est-ce que pensez-vous qu'on peut devenir des jeunes qui développent un pays sans passer par cette stabilité de l'armée? Moi, pour commencer, je pense déjà que pour défendre son pays, on n'a pas forcément besoin que tous nous faisons la formation. Il y a ceux qui auront cet amour et ce penchant pour l'armée et qu'ils veulent y aller, ils peuvent y aller. Mais il y a un problème. Le problème, comme Mike vient de le dire, la République, l'Afrique, la RDC, souffre de son homme en fait. Aujourd'hui, on a un problème, l'homme n'est pas assez formé, l'homme n'est pas assez formé, l'homme n'est pas assez informé aussi. Prenons l'exemple des militaires. C'est des gens, autre temps, ils avaient cet amour. La preuve, ils sont dans l'armée. Ouais. Ils ont éprouvé ce sentiment d'aller intégrer l'armée pour défendre de leur manière ce pays. Mais quand ils arrivent, et que le même homme à la tête, le système qui dirige, parce que le système, au fait, c'est l'homme qui l'impose. Et il rencontre beaucoup de difficultés. Déjà sur la logistique, sur les revenus mensuels, tu vois un peu. Ouais. Et quand vous arrivez, tu vis dans des conditions, parce que l'homme aussi, c'est d'abord le conditionnement. Ouais. Et quand tu es dans un système où ça ne te favorise pas déjà à toi-même, à t'épanouir, tu ne sais pas répondre à tes besoins, à toi social, tu as une famille, tu as des enfants, tu vois un peu. Et du coup, je me dis que ça décourage un tout petit peu. Ouais. Donc, la moindre des choses à faire, c'est de restructurer les choses. D'abord, comme il a dit Mike, l'homme souffre. Il doit d'abord le reconnaître et essayer de se faire aider. Par exemple, par des campagnes de conscientisation, tout ça qu'on aimerait lancer dans le mouvement. Donc, dès qu'on sait, on reconnaît que voilà, je suis un voleur et le vol, c'est pas bon. Voilà, il y aura un psychologue, il y aura un type dans un autre domaine qui va t'aider. Mais si l'homme lui-même il ne le reconnaît pas, c'est tort et voilà. Et ça n'encourage pas beaucoup de jeunes. On l'applaudit quand même, hein? Belle réflexion. Alors, monsieur Dinanga. Oui. Vous allez bien? Toujours. Très bien. Alors, BB1, c'est une émission qui parle un peu plus de la femme et qui conscientise beaucoup plus la femme, même si on ne demande pas aux femmes ou aux hommes d'être devant nos télés, ce qui fait que tout le monde suit. Ouais. Mais bizarrement, les hommes sont un peu plus actifs, donc ils suivent même beaucoup plus que les femmes. Alors, j'aimerais savoir un tout petit peu, vous avez des employés? Oui. Combien? J'en ai 3 pour l'instant. Combien d'hommes, combien de femmes? J'ai une seule femme et 2 hommes. Pourquoi
2 hommes et une femme? C'est pas du tout un choix qui est basé sur le sexe. J'avais commencé avec... Peut-être sur la compétence. Ouais, c'est basé sur la compétence tout simplement. J'avais commencé, pour l'anecdote, j'avais commencé avec 3 femmes. 2 ont dû décrocher parce qu'elles avaient d'autres occupations. Du coup, j'ai offert le poste. Et ce sont des hommes qui se sont présentés majoritairement. Et on a fait les entretiens et c'est ces 2 hommes qui ont été retenus. Quand on parle de compétence, ça veut dire les hommes sont beaucoup plus compétents que les femmes? Non, j'ai pas dit cela. Selon les personnes qui se sont présentées, j'ai retenu 2 hommes et une seule femme. Voilà. C'est pas dit que les hommes sont plus compétents que les femmes. Non, je n'oserais jamais dire ça. Jamais. Alors, Pro-Patrie, j'aimerais savoir, nous avons un pourcentage des femmes plus élevé. Il y a celui ou celle, un pourcentage, il y a celui de 48% et puis les hommes sont à 42%. Est-ce que vous pensez qu'avec l'amour que vous avez pour la RDC pour changer, la femme peut apporter un plus dans ce développement? Parce qu'on se rend compte en fait qu'il y a un grand pourcentage de femmes, mais il y a un très peu qui occupent d'abord les postes aux responsabilités, qui sont les postes qui peuvent décider, comme gouverneur. On a peu de femmes gouverneurs dans ce pays, on a peu de femmes à l'Assemblée nationale, on a peu de femmes sénatrices, on a peu de femmes ministres. Est-ce que les femmes peuvent vraiment apporter un plus? Si oui, est-ce qu'il faut qu'elles se réveillent encore un peu plus ou comment? Déjà, bon, je suis déjà juriste de formation, donc je prendrai un peu cette petite casquette. Si on va dans notre constitution, par exemple, à l'article 14, si je ne me trompe pas, le constituant invite la femme à participer au développement. Exactement. De bien des manières, et particulièrement on parle du domaine économique, politique et ainsi de suite. Et aujourd'hui, c'est vrai que au niveau de la représentativité au sein des institutions particulièrement, les femmes ne sont pas suffisamment représentées. Même le quota n'est pas atteint. Oui, le quota n'est pas atteint parce qu'on parle d'une répartition équitable. Et quand on parle d'équité, ça ne veut pas forcément dire que ce soit égal, mais qu'il y ait une certaine proportionnalité. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le quota, comme tu dis, le quota n'est pas atteint, mais ce n'est pas qu'un problème de quota. C'est un problème de compétence, premièrement. Y a-t-il des femmes compétentes? Évidemment, oui. Mais de ces femmes compétentes, combien se présentent? Combien ont ce courage-là de se dire je veux devenir député, j'ai un plan, j'ai tout un programme, je pose ma candidature, je bats ma campagne et ainsi de suite. Et d'un autre côté, c'est un aspect qui peut peut-être fâcher certains, mais je dis que hommes et femmes, on doit s'accompagner d'une certaine façon. Aujourd'hui, je ne parlerai pas de machisme au sein des institutions, ce n'est pas du tout le cas, mais la présence masculine est très présente. Et quand il y a une présence masculine très présente, c'est quelquefois difficile qu'une femme s'en sorte sans être accompagnée aussi d'une part. Donc, je résumerai en tout compétence, volonté, efficacité, donc sortir de ce petit cocon-là et avoir de l'accompagnement aussi, c'est important. On doit s'entraider, quelquefois il faut se tirer la main pour avancer ensemble. Donc hommes et femmes doivent collaborer. Je pense que surtout la collaboration serait très importante pour qu'il y ait une plus grande implication de la femme au sein des institutions. Donc comprendre que quand une dame vient, elle a des compétences, elle ne se limite pas qu'à tous ces petits clichés-là. C'est quelqu'un qui a vraiment de la valeur et qui doit participer, on doit gérer donc, un système de cogestion. Très bien dit. Alors, une question. J'ai une question en fonction de ce que tu viens de dire. Oui. Tu as parlé de la collaboration, entre l'homme et la femme. Déjà, nous avons un sérieux problème en RDC. L'homme congolais, c'est déjà quelqu'un qui veut tout le temps être supérieur à la femme. Déjà, avec l'histoire de... Moi, je vais être supérieur à toi. Combien de femmes même pas. Continue avec la question. Le problème, c'est quoi? L'homme veut tout le temps être supérieur à la femme. Déjà, avec l'idée ou l'esprit de collaboration, l'homme n'acceptera pas facilement de travailler avec une femme comme étant collaboratrice. Pour preuve, combien de femmes ont été étouffées.
combien de femmes ont été étouffées au sein du gouvernement. Aujourd'hui, le grand problème, ce n'est pas la collaboration. Si tu peux peut-être nous donner un autre mécanisme, ça serait une bonne chose. Parce qu'en parlant de la collaboration, déjà que l'homme congolais ne supporte pas ça, l'homme congolais veut à tout prix étouffer la femme. C'est une très belle question, mais quand tu parles d'être étouffé, au fait, parce qu'on ne peut pas... Quelqu'un a quelque chose à dire hein? Si, moi j'ai quelque chose à dire. Ouais. Bon, elle m'appelle son louba préféré, je pense que ça va changer, parce que je suis pas du tout d'accord avec ce qu'elle dit. C'est-à-dire que quand elle dit que l'homme congolais veut pas collaborer avec la femme, c'est totalement faux, parce que moi je collabore avec une femme. C'est-à-dire que mon associé est une femme. Là vous parlez de vous. Hein. Ouais. Peut-être parce que vous venez de Paris, vous venez pas de Bougimaï. C'est un cas isolé, vous voulez dire. Quand on vient de Bougimaï et qu'on a grandi dans les la femme. Et chamaï. Bon, je suis pas d'accord parce que, en fait, c'est vrai que aujourd'hui, nous avons une aliénation culturelle qui fait que nous excluons la femme. Ça, c'est franchement, je te l'accorde. Mais et c'est partout, hein, parce que même en France, quand on regarde le quota, quand on regarde le nombre de ministres ou encore de bourgmestres femmes, il y a toujours un problème. Même aux États-Unis, qui est un pays très développé, c'est la première fois qu'il y a une vice-présidente. Depuis que l'humanité existe, c'est que le problème de la femme, en fait... c'est vrai, sauf que... Mais je rentre encore dans la question tout à l'heure parce que ça, c'est plus important. Je pense que tout le monde peut répondre sur cette question. Hein. On va aller tout le monde, même les représentatrices. L'effet que les femmes sont plus nombreuses sur Terre et qu'il y a par exemple ce groupe d'hommes qui s'élève, qui crée un mouvement pour développer ces pays, pour rendre les jeunes conscients, est-ce qu'ils ne se rendent pas compte que l'effet qu'il y a plus des femmes et des hommes peut leur freiner? Parce que les femmes, en fait, elles font les Oudjana. Aussi longtemps que ces nombres-là des Oudjana sont importantes pour apporter une conscience dans les développements. Et celles qui réfléchissent comme ça, elles sont peu. Même si Audrey rigole. C'est vrai. En tout cas, tu as touché un peu. Je sais pas, là, tu viens de me percer. On va arriver à toi. On commence par ici. Elle aussi a quelque chose. En fait, je vais citer le président de la République. Un peu plus rapidement. Hein, je vais citer le président de la République, le président Tshisekedi. Lors de son dernier voyage au Caire, il a dit ceci à la fin de son discours. Nous le disons, nous de l'Afrique centrale, nous venons ici de l'Égypte. C'est-à-dire que quand on prend la civilisation égyptienne et la civilisation africaine dans sa généralité, la femme a toujours été celle qui conduisait la politique, la science et beaucoup de domaines dans la société. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous avons une aliénation culturelle qui fait que nous avons exclu complètement la femme de notre société, or que de base, la femme cohabitait en complémentarité avec l'homme. Donc c'est vraiment la complémentarité, pas d'égalité, mais la complémentarité. À savoir que sans l'autre, nous sommes rien. C'est-à-dire que l'homme sans la femme, il est rien. La femme sans l'homme, elle est rien. Donc c'est vraiment en marchant, comme je rejoins mon frère quand il dit dans la collaboration, c'est ça que tu as dit, hein, donc la collaboration. Donc une fois qu'on aura pris conscience de cela, de notre antériorité, qui nous étions, et que nous comprenons qui nous sommes du coup, et je pense que ça pourrait soigner beaucoup de maux. Voilà. Très bien dit. Quelque chose à ajouter? Et ça ne sera pas du tout pour contredire Audrey, non, ça non. Mais moi je pense que si je suis compétente, si je sais ce que je veux, si je sais ce que je suis venue faire, en aucun cas je ne serai étouffée. Tu vois, donc tout dépend de ça. Et à partir de là, j'aimerais au fait poser la question à nos amis de l'ASBL sur une échelle de 10, qu'ils essayent de nous dire combien de femmes est-ce qu'ils ont. Et à partir de ça, on pourra trancher ce qui se passe entre Audrey et Glody. Alors, parfois, vous pouvez savoir ce que vous êtes venu faire, vous pouvez être aussi intelligente, mais vous êtes juste un peu plus belle. Et la beauté, ça dérange parfois, hein, parce que si quelqu'un vous désire ou quelqu'un veut de vous et qu'il ne vous a pas, ça dérange. Moi, ça me dérange pas. Et vous pouvez être exclu que pour ça. Je pense que ça revient à ce que Audrey disait. Ça ne me dérange pas. Vous intervenez quand vous voulez. Hein. Ça ne me dérange pas, je suis belle, je sais. Je suis belle. Et là, vous parlez de vous. Même. Je parle de moi, Aurélie, je suis belle. Je sais. Allez-y. Alors, ce n'est pas ça qui va m'empêcher
de travailler, sur des d'aller de postes l'avant, importants de et postuler, tout ça. oui, de postuler sur des postes importants. C'est pas ça qui va m'empêcher. Je vais me battre comme l'homme, il se bat. Moi, je pense que moi aussi, je veux me battre pour ce que je mérite, pour ce que je vaux. En tout cas, c'est ce que je pense. Je pense que si je peux intervenir un tout petit peu parce que là, c'est tout le monde qui m'a mis à terre et là, je ne permets pas. Je pense qu'on ne m'a pas peut-être très bien saisi. Ou très bien compris. Il a parlé de la collaboration. Glody a parlé de la collaboration. Ok. Je n'ai pas dit que la femme n'est pas compétente, la femme n'est pas intelligente, la femme n'est pas tout ce que vous venez de citer là. Mon problème, c'est que cet esprit de collaboration n'est pas si facile entre l'homme et la femme. Pourquoi? Parce que l'homme veut à tout prix être supérieur. Certes, c'est la loi de la nature. Nous le savons. Déjà avec nos histoires, à très bientôt, le mois de mars, déjà avec nos histoires de parité et autres, c'est déjà la chose que les hommes ne supportent pas. Les hommes n'aiment pas entendre tout cela. Ok? Mais est-ce que et Audrey... si moi je dis ça, je ne dis pas que la femme n'est pas compétente, la femme ne doit pas se battre, la femme ne doit pas s'imposer. Ok? Le problème, c'est qu'on s'impose, on se bat. Mais une fois qu'il y a une forte puissance d'hommes, on nous met à terre. Donc, pour dire que nous sommes victimes quelque part. Ok? Nous avons tous les atouts possibles, mais nous sommes victimes de cette marginalisation, si je peux dire. Alors, on revient un peu de ce côté. Monsieur le Président, j'aimerais savoir, est-ce que dans votre vision, quand vous parlez du développement du pays, est-ce qu'il vous arrive de vous dire, si je veux développer ce pays, j'ai besoin de telle femme? On sait qu'à la télé, on dit toujours ce qui est beau, mais soyez ouverts. Voilà. Mais pour développer ce pays, nous avons besoin de tout le monde, d'hommes et de femmes, parce que tout le monde est compétent. Moi, je pense que c'est facile de pointer les hommes d'un doigt accusateur. C'est facile de nous dire que non, voilà, les hommes ne veulent pas, ils laissent passer de place. Mais je pose juste 2 questions. La première, en se plaignant, ça change quoi? La deuxième question, pour changer les choses, est-ce que je dois continuer à rester là dans mon... Bon, c'est la même question, je crois, c'est une question déjà. On revient toujours à la même problématique. Qu'est-ce que les femmes font? Elles sont beaucoup trop plaintives, à mon avis, un peu comme toute la jeunesse. Je ne viens pas ici pour charger les femmes. La preuve, vous avez vu ici une contradiction entre 2 femmes. Parce que l'une pense que voilà, tout dépend de nous si on veut changer les choses. On parle d'élections. Combien de femmes vous voyez se présenter aux élections pour défier les hommes? Très peu. Beaucoup vont... Non, toutes les femmes vont à l'école. Nous avons fait l'université avec des femmes. Nous avons été à l'école avec des femmes. Mais combien prennent le courage de se présenter? Prennent le courage de hausser le temps, en fait. Pour dire ça suffit, pour dire on veut aussi se représenter, on veut aussi se présenter, on veut aussi avoir les mêmes chances de diriger tout comme vous. Combien de femmes ont le courage de dire à leurs dirigeants, même dans les partis politiques, que non, nous avons aussi besoin de diriger? Combien? Et c'est pour ça d'ailleurs que nous, Pro-Patrie, on est là. Pour rappeler à la femme qu'elle est forte. Pour rappeler à la femme qu'elle est compétente, qu'elle a toutes les capacités pour diriger également. Pour dire à la femme que nous sommes de votre côté, pour dire à la femme que nous sommes là pour faire le contrepoids qu'il faut à tout ce qu'on a toujours vécu ici dans ce pays. C'est vraiment, c'est ce que je voulais dire dans ce sens. Et j'aimerais aussi surenchérir en fait ce que mon ami et confrère Doudou a dit tout à l'heure sur l'amour, en fait, sur l'envie d'entrer dans l'armée sans avoir eu un parent militaire. Moi, je dirais qu'on peut susciter ça en fait dans chaque Congolais. Tout dépend des réformes qu'on fait dans l'armée. Qu'est-ce qu'il y a dans l'armée aujourd'hui? Regardez nos militaires aujourd'hui. Des gens qui passent leur temps, qui laissent leur famille pour nous défendre. Ils sont là, à l'Est. Ils sont mal payés. Ils vivent très mal. Ils laissent 10 enfants, 20 enfants ici à Kinshasa et un peu partout dans le pays, sans que l'État ne prenne en charge ces enfants-là. Mais ils sont quand même là, ils se battent. Pendant qu'il y a des gens qui restent là, qui font parfois... Et les camps militaires, ce sont les endroits les plus sales de la RDC. Voilà. Les plus mal prise en charge par l'État congolais. C'était juste pour vous compléter. Mais justement, voilà pourquoi je demande des réformes. Des réformes sur le plan, dans tout ce qui concerne l'armée, pour que le militaire ait une vie digne de ce nom, pour pousser aussi tous ceux qui veulent faire l'armée à intégrer l'armée. Moi, par exemple, je vous dis, je ne dis pas ça pour je ne veux pas inventer une histoire, mais je dis la vérité. Quand j'étais en 6e secondaire, je voulais faire l'armée. Mais après, tout le monde autour de moi, mes oncles me disaient, petit, tu vas aller là-bas, qu'est-ce que tu vas manger? Tu veux se finir comme les autres. Vous voyez un peu ça? Ces stéréotypes qu'on colle à l'armée congolaise. Et tout ça est entretenu
par ce manque de réforme. C'est parce que toutes les conditions sont réunies qu'on n'a pas aujourd'hui des jeunes qui ont envie d'adhérer en fait à l'armée parce qu'ils sont épris d'un sentiment patriotique. On voit plus des jeunes qui font des grandes études pour aller devenir général plus tard. En fait, on voit que le lucre en fait. Exactement. Il faut que ça change. Exactement. Très bien dit. Yoshi, Yoshi, s'il te plaît. On arrive. Je suis sur vous. Je rejoins un peu les deux dans une seule question. Elle a posé une question très importante de savoir Propatrie a combien de femmes sur l'effectif. Parce qu'elle estimait que les femmes sont étouffées. Est-ce que on peut répondre à cette question? Peut-être grâce à ça, on comprendra si les femmes sont étouffées ou pas. Okay. Je vous rejoins, vous deux, non, n'est-ce pas? Avant de répondre à votre question. Exactement, vous avez un avis à mettre. J'allais d'abord nuancer une chose. Oui. Vous avez évoqué un problème de disproportionnalité sur le milieu professionnel, politique des femmes. Mais ça remonte au fait à l'histoire. À l'époque, les femmes n'avaient pas droit à l'éducation. Combien d'enfants ou de jeunes filles allaient à l'école? Et aujourd'hui, c'est ce résultat en fait qui a fait qu'on a beaucoup moins de cerveau féminin que masculin. Exactement. Ça, c'est une vérité. Je ne suis pas d'accord du tout. Il n'y a aucun dieu, par exemple, compris femme. Je ne suis pas d'accord du tout. Bouddha est un homme, Jésus est un homme, Branham est un homme, Simon Kimbangu est un homme. C'est une façon de dire si... Jésus n'avait pas de disciples femmes, etc. Si le monde, on est en 2021, depuis que le monde est monde, l'homme a eu droit à l'apprentissage, à l'éducation, on sait tout ça. Si on remonte dans l'Antiquité, je ne sais pas moi, à l'époque, dans les villages, dans les royaumes, la femme n'avait pas les mêmes chances que l'homme. C'est faux et archi faux. En Arabie Saoudite, les femmes n'avaient pas droit au stade, c'est dernièrement qu'elles conduisent, même la voiture, c'est dernièrement qu'elles conduisent. Quand on parle de parité aujourd'hui, c'est pourquoi cette égalité des chances, sur le plan social, au fait. Nos grands-mères, au village, comment l'homme, quel aperçu de l'homme avait sur la femme. Là, c'est une vérité. Et aujourd'hui, s'il te plaît, s'il y a 7 milliards d'individus, ok, on peut retrouver facilement 3 milliards d'hommes, mais peut-être 2 millions qui sont cultivés. Là, il faut qu'on se le dise. Et sur les 4 milliards de femmes, peut-être que voilà, c'est à peine que les femmes ont eu accès à l'école, à l'éducation, comme les hommes. On parle là des compétences. Je ne sais pas si on se comprend. C'est logique que voilà, on arrive dans une société, on retrouve qu'il y a plus un retard d'un côté. Il y a un retard, il faut qu'on le reconnaisse. Et c'est comme ça qu'on va avancer. Si on n'accepte pas les choses telles qu'elles sont, on ne saura pas progresser. Et par là, par exemple, je donne un exemple qu'au sein de Propatria, la femme est minoritaire. Elle n'est pas assez représentée. Là, c'est une vérité. Je ne veux pas raconter des histoires. Donc, sur 100% des membres de Propatria, je pense que voilà, les femmes sont à 30 ou 40%. Tu vois? Mais avec le temps, on va toujours essayer de créer l'équilibre. Il ne faut pas confondre l'égalité à l'équité. Je pense qu'Audrey va vous rejoindre. Il ne faut pas confondre l'égalité à l'équité. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment comprendre. Qu'on comprenne tous. Il ne faudrait pas confondre l'égalité à l'équité. D'accord. Des questions? Moi, je voudrais juste rebondir, si tu permets. Rapidement. Ok, très bien. Pour répondre à ce que tu as dit sur les religions, etc., je t'invite à lire le livre « Quand Dieu était femme ». Franchement, c'est un super livre. Tu le trouves en PDF sur Internet, je pense. Et pour mon frère, quand il dit que dans l'histoire, les femmes n'étaient pas formées, c'est faux et archi faux. Je ne sais pas sur quelle base tu te fondes. Parce que moi, à mon humble échelle, j'ai fait des recherches sur l'histoire africaine et crois-moi qu'il y a une multitude de femmes qui ont été des médecins, des femmes politiques, des reines, toutes les compétences, elles les avaient. Et elles ont été inspirantes et elles inspirent encore aujourd'hui. Malheureusement, elles sont pas assez médiatisées, on n'en parle pas beaucoup, mais elles existent. Elles existent réellement. Et au niveau des hommes, j'aimerais poser une question. Ouais. Ce que tu dis, ça rejoint un peu ce que je dis. Dans quel sens? Ces femmes ont été formées, comme tu le dis, dans plusieurs domaines de la vie. Mais c'est à partir de quand? C'est-à-dire, c'est à partir de quand? Ça a commencé quelque part. Tu parles au fait d'une période de l'histoire.
mais de la préhistoire, en passant par l'Antiquité, jusqu'à l'époque précoloniale. Tu vois, c'est jusqu'à l'époque précoloniale, c'est-à-dire nos royaumes, le royaume Luba, le royaume Congo, l'empire Songhai, le royaume du Mali, le royaume de Zimbabwe, tellement de royaumes en Afrique où les femmes étaient les chefs de file. Oui. Que vous estimez à un pourcentage égal aux hommes? Bon, je ne peux pas avoir un pourcentage là, parce que c'était pas préparé, mais il y a une grande partie de femmes. Là, je suis. Mais la plupart, c'est des chez Kota Diop, dans le livre de chez Kota Diop, dans le livre de chez Kota Diop, dans le livre de chez Kota Diop, Fondement économique d'un État fédéral d'Afrique noire, où il explique que dans l'Antiquité africaine, il y avait des parlements où 50% c'était des femmes et 50% des hommes. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est chez Kota Diop. Oh, franchement, il y a beaucoup de livres à lire hein, pour essayer de te rejoindre. Mais bon, je pense que nous et nos téléspectateurs prendront conscience de ça parce que c'est pour l'Afrique qu'il s'agit. Alors, quelque chose à rajouter? Oui, je vais essayer vraiment d'être bref. Le fait est qu'il part de deux périodes différentes. La première période dont Doudou a parlé, c'est maintenant. Maintenant, c'est vrai qu'avec la colonisation et tout ce qu'il y a eu, la femme congolaise particulièrement n'a pas eu vraiment l'opportunité d'étudier. À l'école, ceux qui allaient souvent à l'école, c'était nos grands-pères, ainsi de suite. Et c'est comme ça que c'est ceux-là qui allaient dans les séminaires et les pères de l'indépendance, on parle des pères de l'indépendance. Je ne sais pas s'il y a des mères, je ne sais pas. Peut-être c'est une partie de l'histoire que j'ignore, mais ça c'est cette partie, le XXe siècle. Et même il est fortement caractérisé par le combat des droits civiques des femmes. Dans plusieurs pays, des femmes ont acquis des droits et ainsi de suite. Et les femmes n'avaient pas beaucoup accès à l'éducation. Il y a même une pub il y a quelques années, tous allaient à l'école, une chanson là qui passait souvent à la télé, pour motiver les jeunes filles, pas seulement en ville, parce que là on est en ville, il y a beaucoup de jeunes, toutes ici qui sont avec nous ont étudié. Mais à l'intérieur, ce n'est pas forcément le cas. C'est surtout là où ce combat est basé. Mais avant la colonisation et tout ce dont on parle aujourd'hui, tous ces mots qu'ont connu l'Afrique, il ne faut pas nier que la femme africaine était très instruite. Je peux citer par exemple la reine Aminata, une petite histoire que beaucoup de gens ne connaissent pas. Il y a la reine Nzinga, je crois, Nzinga. Et il y a plusieurs histoires comme ça, des femmes en Afrique qui ont eu à impacter leur génération, des femmes qui avaient des droits, des femmes dans les voies apaisées et participer au développement de leur communauté. Donc voilà pour faire court. Très bien dit. Alors on va revenir un peu chez Monsieur Le Prez pour parler de Propatrie. Quels sont vos vrais objectifs? Et puis on va vous compléter. Bon, je vais faire court. Propatria est une pensée, est une vision que nous avons eue par rapport à toutes ces réalités qu'on constate, comme l'inégalité des genres, comme la division, comme le tribalisme, comme le manque de conscience en fait de la jeunesse. Et nous avons l'objectif d'informer et de former à travers les moyens à travers plusieurs projets, à travers plusieurs conférences, en descendant sur le terrain, en travaillant en collaboration avec tous ceux qui sont, tous ceux qui ont envie de voir une jeunesse responsable demain, parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui. C'est ça la différence avec les années antérieures. Aujourd'hui, nous voyons que la jeunesse a... Bon, d'abord, il y a beaucoup de leaders, beaucoup d'acteurs qui sont prêts à aider la jeunesse, à propulser la jeunesse vers le sommet. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent aussi apporter leur pierre à l'édifice pour le changement. Et c'est pour ça que Propatria a été créé. J'ai une question, oui. Mike. Au tout début, tu disais que les jeunes au fait, en général, commencent à prendre conscience de ce qu'ils doivent faire. Mais est-ce que tu es vraiment sûr que les jeunes, ils prennent vraiment conscience qu'il doit y avoir un changement, ou c'est juste un mouvement de comment on appelle, de l'entrepreneuriat qui emporte tous les jeunes? Voilà, Mike il entreprend et puis moi aussi je veux entreprendre. Qu'est-ce que tu penses de ça en fait? Non, mais la prise de conscience n'est pas totale. Là, je dois le concéder. Okay. Et quand tu parles de cette vague par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport à tous ces projets qu'on voit, par rapport à tous ces jeunes qui veulent aujourd'hui militer pour la jeunesse, il faut savoir consolider les valeurs. Quand nous commençons avec une bonne chose, il faut qu'on maintienne ça pour que ça vive encore, pour que ça progresse, que ça aille de l'avant. C'est justement ça le truc au fait. On ne maintient pas ça, pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose qui vient de nous, c'est quelque chose qu'on a triché chez une autre personne. Voilà pourquoi on ne peut pas maintenir ça. Non mais bon, quand on dit tricher, moi personnellement je ne suis pas d'accord.
l'impact. Parce que je pense que tout ça vient en fait d'une révolte, de l'action. De ce qu'on De se ne pas dit rester là à se intérieurement. plaindre. Ça change quoi quand on se plaint? L'autre a fait 2, je vais faire 3, je vais Je faire suis 4. contre. C'est ça l'idée qu'on doit avoir au fait. Quand Yoshi fait 2, moi je dois faire 3. Voilà, Mais tout non, simplement. moi c'est ici c'est quand Yoshi fait 2, je dois exactement faire 2. Bon. Comme j'ai dit, il faut chercher à faire avancer les choses dans le bon sens. Quand je vois Yoshi faire 2, j'essaie de faire 3, 4, 5 ou 6. C'est ça Et le j'essaie pensée qu'on d'apporter. doit avoir. Et pourquoi pas, d'ailleurs, quand je vois Yoshi faire quelque chose, moi aussi j'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice pour que ce que Yoshi fait avance. Voilà. Bien Très dit. bien. Audrey, une question? Oui, une question toujours à poser auprès du président. Président, déjà à l'allure où vont, je pense que vous aurez des ambitions politiques, oui ou non? Président. On personnifie en quelque sorte le Congo. Et puis, la patrie comme un tout, composé de chacun de nous ici. Tu as dit d'ailleurs, vous êtes Congolais. Et puis, en tant que conviction, en tant que pensée. Mais est composé de 3 choses. Il y a le pouvoir politique. Et on ne peut influer efficacement à un certain moment que si on arrive à faire la pression sur ce pouvoir politique. Et je peux faire la pression dans la rue, avec des marches, je peux faire la pression à travers un lobbying, je peux faire la pression par exemple dans l'entrepreneuriat, puisque quand il entreprend, voilà, il engage des gens, les politiques y voient. Tout comme je peux faire la pression au sein de la politique, puisqu'on ne combat mieux qu'un ennemi quelquefois quand on est vraiment dedans. Donc si ça arrivait qu'on est en politique, c'est voilà, pour matérialiser cette vision générale qu'on a. Il y a la femme, il y a d'autres objectifs, il y en a plusieurs, donc voilà. Alors, avant de revenir à cette question-là, on est en train de chuter. Je reviens un peu ici pour sortir un peu de Pro-Patrie avant de revenir, bien sûr. Alors, vous êtes dans toute autre chose. Vous avez eu une pensée de fer, de gaufre, mais avec des choses qui ne se sont pas encore faites. Expliquez-nous d'où vous vient l'idée et qu'est-ce que vous faites exactement. Alors l'idée est venue de ma collaboratrice et moi, qui s'appelle Fatim Sissoko, et moi-même Dinanga Chika Imbouma. Nous sommes allés manger un jour et, dans un restaurant de gaufres, et c'était garni des plats européens. On s'est dit mais on peut faire la même chose mais avec des plats africains. Et étant donné qu'elle est du Mali, je suis du Congo, nous avons dit nous pouvons fusionner nos cuisines, hein, et puis le matérialiser dans la restauration rapide. Et c'est ce que nous avons fait. Donc Billy Afadi, c'est un restaurant rapide qui propose des gaufres garnis des plats africains. Voilà. Nous allons trouver des plats typiquement de la West Afrique. Le yassa par exemple, la sauce yassa. Nous allons trouver aussi du makayabu. Nous allons trouver du misaokaoka. Donc voilà, le but c'est vraiment de revaloriser nos cuisines africaines et nos aliments, tout simplement. Donc voilà. En les faisant comme des gaufres. En fait, il y a la gaufre à base de farine et tout ce qui s'ensuit. Et garni, dans la garniture, nous avons les sauces africaines et du poisson. Nous avons du poulet aussi, pour ceux qui aiment le poulet. Mais voilà, du poisson, nous avons le makayabu, le mbisaokaoka par exemple. Donc, quand vous parlez de ça, on a l'impression vraiment que dans Balambelumon Bissau-Kao, parce qu'aux yeux gaufrotier vraiment, vous parlez de la sauce. C'est à l'intérieur. Mais quand j'ai vu, en fait, ça n'a rien à voir, en fait, parce que c'est complètement différent. Voilà, c'est vraiment, c'est composé comme un sandwich. C'est-à-dire que la gaufre fait office de pain. Et puis il y a la garniture à l'intérieur. Nous avons les sauces, nous avons exactement. Voilà. Donc nous voulons, en fait, nous proposons une alternative de la consommation de la cuisine africaine. Super. Alors je pense qu'on est arrivé à la fin de cette émission. On va commencer à chuter à partir de vous. Je vais directement aller sur le volet activité pour ce mois de mars, puisque bon, c'est le mois de la femme. Et pour valoriser la femme, il y a une conférence qu'on va peut-être bientôt organiser, qui va porter essentiellement sur la femme, l'implication de la femme dans plusieurs domaines, puisque le sujet c'est principalement de 1960 à nos jours, quelle perspective d'avenir pour la femme congolaise. Donc ça arrivera en plein mois de mars, on confirmera la date sur nos réseaux.
Ouais. On a surtout il y a ça, on a vraiment ça, un grand garçon. Alors nous sommes situés là, juste là, à Mbinza Upen. Donc nous sommes sur l'avenue 29, avenue de la Libération. Donc la référence c'est la Réniwa. Donc quand vous à Pigeon là, vous prenez la route. Croisement 24 novembre. Voilà. Niwa. Donc c'est vraiment là, c'est en face. Il y a écrit Bilé Yafadi. Sur nos réseaux sociaux, nous sommes présents sur Instagram, Bilé Yafadi, sur Twitter, Bilé Yafadi, et sur Facebook, c'est Bi Yafadi. Et notre numéro de téléphone, c'est papier. Rapidement. C'est le 081 60 92 92 877. Bon, pour nous joindre, c'est facile. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux qui sont un bon moyen de communication. Nous avons une page Twitter, nous avons une page Facebook, une page Instagram, où nous lisons tous les messages. Et nous avons également un endroit où on peut nous joindre. Mais pour l'instant, on est en train encore de réfectionner le bureau. C'est pourquoi on ne donne pas encore l'adresse. Mais principalement, vous pouvez nous joindre sur Twitter, c'est Propatria RDC, Facebook Propatria, Instagram Propatria RDC également. Très bien dit, on est complètement arrivé à la fin de cette émission, même s'il y a des questions. Et j'aimerais terminer encore. Je demande à tous ceux qui veulent nous rejoindre de ne pas nous suivre nous, mais adhérer à nos idées. C'est ça le plus important. Nous voulons nous installer dans les esprits en fait. C'est ce que nous voulons faire. Ceux qui nous rejoignent doivent avoir cette mentalité, la même mentalité que nous. Qu'ils viennent, qu'ils suivent nos idées. Pas nous les individus, mais nos idées d'abord. Très bien dit. Une dernière question pour terminer. Entre nous, Nyakero Anaya, Stéphane Nyakero ou bien Nyakero Toyebiwan? Je suis congolais, c'est tout ce qu'il faut. On lève le main, tout le monde, on lève nos mains et on dit bye bye. On s'applaudit quand même.